Bonjour, toujours dans le cadre du premier chapitre de la quatrième unité, les chaînes de montagnes récentes et les relations avec la tectonique des plaques et les déformations tectoniques qui les accompagnent. Aujourd'hui, on va voir la cinquième partie. Précédemment, on a fait des rappels, on a étudié les déformations tectoniques et on a vu les deux premières parties des chaînes de subduction. Aujourd'hui, on va faire la troisième partie. Précédemment, on a vu les caractéristiques pétrographiques des roches magmatiques au niveau des chaînes de subduction. Et on a vu donc deux types de roches magmatiques. On avait vu l'andésite, qui avait une structure microlithique, et c'est une roche qui est volcanique. Et on a vu également les granodiorites, qui est donc une roche à texture grenue et qui est une roche plutonique. Et bien évidemment, les deux roches, ce sont des roches magmatiques, ça veut dire qu'ils proviennent de la cristallisation du magma. Et la question qu'on avait posée, c'est quelle est l'origine du magma des zones de subduction qui a donné naissance donc aux deux roches qu'on vient de voir. Donc pour répondre à cette question, on va commencer par cette première figure qui représente un ensemble de structures qu'on trouve au niveau des zones de subduction. Donc on a à ce niveau la première flèche, la croûte océanique, et en bas, en dessous, on va trouver le manteau lithosphérique et qui est donc dur, qui contient des roches qui sont dures. Là, en dessous de la croûte océanique et en dessous de la croûte continentale. Donc pour 3, ça correspond ici à la croûte continentale, c'est ce que vous voyez là. Et puis on a 4, la lithosphère. Puis on a à ce niveau, en dessous de la lithosphère, on va trouver la sténosphère qui est ductile, laidine, donc pas solide à 100%. À ce niveau, donc à ce niveau, on a une fosse océanique, donc ça correspond à la dépression à ce niveau-là, donc là où on a la croûte océanique qui va plonger en dessous de la croûte continentale. Donc à ce niveau-là, ce point de contact donc, va donner naissance à des fosses océaniques, حفر محيطية. Et puis 8, on a les plutons de granodiorite, donc les roches qu'on a vues précédemment, les roches plutoniques de granodiorite, donc ce sont des roches, c'est du magma qui n'a pas pu atteindre la surface, et donc il s'est cristallisé en profondeur pour donner des roches plutoniques. Et à la surface, on a des coulées andésitiques, donc c'est un volcan, et bien entendu, le magma qui va se déverser à ce niveau donc va donner naissance à des roches qu'on avait appelées l'andésite. Et 10, donc ça correspond là à la plaque océanique plongeante. Alors là, pour répondre à la question précédente, l'origine du magma qui se trouve au niveau des chaînes de subduction, eh bien on va s'intéresser à une roche qui se trouve au niveau du manteau supérieur et qu'on appelle la péridotite. Donc des recherches et des expériences ont montré que l'origine de ce magma au niveau des zones de subduction, eh bien c'est justement la fusion partielle de cette roche qu'on a appelée donc péridotite. Et là donc, on va voir les conditions qui vont permettre à une roche qui se trouve dans le manteau supérieur, qui est donc solide, qu'est-ce qui va lui permettre de subir une fusion partielle pour donner ce magma. Donc, pour étudier les conditions de la fusion partielle de la péridotite, on propose le diagramme suivant qui représente l'évolution de la température en fonction de la profondeur et de la pression, bien entendu, dans les régions de la subduction. Et là donc, la courbe que vous voyez en rouge, ça représente le géotherme de la zone de subduction, c'est-à-dire comment la température évolue en fonction de la profondeur dans la zone de subduction. Par exemple, à ce niveau, par exemple, dans une profondeur de 80 km, la température est donc légèrement inférieure à 1000 degrés Celsius dans la zone de subduction. Et donc ainsi de suite. Donc là, en plus du géotherme,
représentée ici par la courbe rouge, on a donc d'autres courbes que vous voyez là. Et ces courbes donc, vont déterminer trois domaines différentes. Voilà, donc on commence par le premier domaine, voilà, solide, donc qui correspond à ce domaine-là que vous voyez ici. Donc ça correspond aux conditions de température et de pression où j'aurai une péridotite solide, où ma roche de péridotite sera donc solide. Puis on a le deuxième domaine, là, solide, liquide, ça veut dire ce sont les conditions de température et de pression où ma péridotite va partiellement fondre. Donc là, on a la fusion partielle de la péridotite qui va se faire. Et là, donc, on aura une partie liquide et une partie solide. Et le dernier domaine, donc c'est le domaine liquide, là où la péridotite va fondre complètement. Et là donc, la limite entre ces domaines est représentée par les courbes que vous voyez ici. Là, par exemple, on va commencer par la courbe en vert que vous voyez là. Ça correspond, on va l'appeler solidus sec. Et donc, ça représente la limite entre le domaine solide et le domaine solide liquide. C'est-à-dire que si dans ce sens je traverse cette courbe, la péridotite va passer du domaine solide vers le domaine solide liquide. Et donc, dans ces conditions, on aura la fusion partielle qui va donc commencer. De la même manière, cette deuxième courbe que vous voyez ici en jaune et que nous allons appeler liquidus, eh bien, donc ça correspond à la limite entre ce domaine solide-liquide et le domaine où la péridotite est totalement liquide. Et là donc, il faut noter également que pour représenter ces courbes, les expériences qui n'ont permis d'avoir ces résultats, ce sont des expériences qui se sont faites sur une péridotite sèche, en laboratoire bien sûr. Et donc c'est ce qui nous a permis de représenter les trois domaines que vous voyez ici. Donc là, pour répondre à la question à laquelle on veut répondre ici, c'est quelles sont les conditions de température et de pression, de profondeur, qui vont permettre à la péridotite de faire une fusion partielle pour donner naissance à un magma. Et là, donc, comme vous voyez, le géotherme de la zone de subduction ne croise jamais la courbe du solidus sec que vous voyez ici. Ça veut dire que les conditions de température et de pression au niveau de la zone de subduction vont toujours donner une péridotite qui est solide. Parce que, comme vous voyez là, la courbe en rouge, elle n'est pas dans le domaine solide-liquide. Et elle ne croise pas cette courbe de solidus sec. Et là donc, on va dire que la péridotite sèche, elle ne va jamais donner donc naissance à un magma. Donc, d'une autre part, toujours en laboratoire, d'autres expériences ont été réalisées, mais cette fois-ci sur une péridotite hydratée, c'est-à-dire la roche de péridotite qui a été mise en contact avec l'eau. Et là, dans ce cas, on a pu tracer une troisième courbe que vous voyez ici en bleu et qu'on va appeler le solidus humide. Et donc, on a constaté que les conditions de fusion partielle de la péridotite sèche ne sont pas les mêmes conditions de la fusion partielle d'une péridotite hydratée. Quand la péridotite est hydratée, la courbe verte, elle va donc se transformer en une courbe bleue que vous voyez ici, et donc ce ne sont pas les mêmes conditions. Ça veut dire que si j'ai une péridotite hydratée, la température de sa fusion partielle, elle est beaucoup plus inférieure que la température nécessaire à la fusion d'une péridotite sèche. Et là donc, dans ce cas, comme vous voyez, notre géotherme de la zone de subduction, cette fois-ci, il a pu croiser le solidus humide. Et là donc, on a à ce niveau-là, donc à partir de le point que vous voyez ici, donc à partir de cette température et cette profondeur de donc à peu près 80 km, jusque là, donc ce point-là, à cette profondeur et température, donc à tout cet intervalle, on aura donc une fusion partielle de la péridotite et donc qui va donner la naissance au magma que nous observons au niveau des zones de subduction.
Alors là, ce que nous allons retenir, c'est que le magma des zones de subduction provient de la fusion partielle de la péridotite hydratée et non pas la péridotite sèche. Et la question à laquelle on doit répondre maintenant, c'est comment la péridotite dans les zones de subduction sera hydratée. Et là donc, pour répondre à cette question, on va donc revenir à la figure suivante. Donc, on a dit que l'origine du magma au niveau des zones de subduction, c'est la fusion partielle de la péridotite que vous voyez ici. Sauf que, parmi ces conditions, c'est que cette péridotite, elle doit être hydratée. Et la question qu'on s'est posée, c'est comment la roche de péridotite ici sera hydratée. Eh bien, la réponse, elle est juste à côté. Lorsque la lithosphère océanique, lorsque donc la plaque océanique entre en subduction, on a des variations de pression et de température en profondeur qui vont entraîner la déshydratation des roches de la croûte océanique. Et là donc, l'eau libérée se propage dans les péridotites du manteau, de la plaque chevauchante, et donc ce qui va donner donc une péridotite hydratée et donc qui va subir une fusion partielle pour produire le magma que vous voyez ici. Ce magma, donc soit il va remonter par les fissures et va se cristalliser en profondeur pour donner des roches plutoniques, les granodiorites, soit il va atteindre la surface pour s'écouler au niveau du volcan et donc pour donner l'andésite. Alors là, après avoir répondu à la question, donc l'origine du magma des ondes de subduction, on va passer à petit 4 et on va voir les étapes de formation des chaînes de subduction. Et on va commencer par la figure A. Alors là, on commence par le schéma A. Il y a 170 millions d'années. La plaque Nazca, qui est une plaque océanique, s'enfonce sous la plaque sud-américaine, suite bien sûr à des contraintes tectoniques compressives. Sur le schéma B, il y a 95 millions d'années. Les contraintes compressives continuent et on aura le début d'apparition des déformations tectoniques au niveau de la croûte continentale et l'apparition du magma andésitique, suite bien sûr à la fusion partielle des péridotites. Et là donc sur C, il y a 25 millions d'années, toujours les contraintes compressives qui continuent et les déformations tectoniques qui s'accentuent. Et D, il y a 5 millions d'années, là donc on a la surrection d'un relief des chaînes de montagnes à ce niveau par épaississement de la croûte continentale lié à un raccourcissement, comme vous voyez là, un raccourcissement et un empilement, résultat toujours des contraintes tectoniques compressive et donc l'apparition de la cordillère des Andes. Et là donc sur la figure B, on a une zone de subduction qui correspond toujours à l'enfoncement de la croûte océanique qui va plonger donc sous la plaque continentale. Comme résultat, on aura l'épaississement de la croûte continentale donnant naissance à une chaîne de montagnes. Et on a également l'apparition dans la zone de confrontement ici, comme vous voyez, cette dépression-là, ça correspond à la fosse océanique. On a également le prisme d'accrétion qu'on a vu précédemment. Et puis les foyers sismiques selon le plan de Benioff que vous voyez là, les petites étoiles que vous voyez. Et bien entendu, la déshydratation de la croûte plongeante qui va donc qui va permettre aux péridotites de s'hydrater et donc donnant naissance au magma dans les zones de subduction. Donc là, je vais ajouter rapidement une petite remarque qui correspond aux zones de subduction océanique. Des fois, on peut trouver des zones de subduction océanique, c'est-à-dire entre deux plaques qui sont océaniques. Voilà, c'est ce que vous avez sur cette dernière figure ici. Et là donc, comme vous voyez, la plaque océanique la plus dense
et généralement c'est la plus vieille, elle s'enfonce sous la deuxième plaque océanique, qui est donc plus jeune. Voilà. Et on parle d'une zone de subduction donc au niveau de l'océan, entre deux plaques océaniques. Et là donc, ce qu'il faut retenir à propos de ces chaînes de subduction, ce sont les caractéristiques typiques qui vont caractériser ces chaînes de subduction. Alors, on a des phénomènes géologiques. On a parlé des répartitions des foyers sismiques selon le plan de Benioff. Il y avait aussi les anomalies thermiques positives et négatives. Il y avait aussi le volcanisme qui est explosif. Les volcans au niveau des chaînes de subduction, ce sont des volcans explosifs. Et les déformations tectoniques qu'on a étudiées, donc les plis et les failles inverses qui sont en éventail. Puis, on a des caractéristiques structurales, la présence de fosses océaniques et des prismes d'accrétion. Et à la fin, les caractéristiques pétrographiques, donc les roches qu'on va rencontrer dans les zones de subduction. On va trouver l'andésite, qui est une roche volcanique, et les granodiorites, qui est une roche plutonique. Donc là, on a terminé le premier type de chaîne de montagne, qui étaient les chaînes de subduction. Dans la vidéo prochaine, on va étudier le deuxième type de chaîne de montagne, qui sont les chaînes d'obduction. سلاسل الطفو. Au revoir.